Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter mon ami Stéphane Zagdanski, qui est un grand lecteur de Proust. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui m'avait invité à le lire il y a une quinzaine d'années. Effectivement, Proust, ça tient la route. Je l'avais rappelé pour lui dire oui, ça tient la route. Et il publie en septembre, il a publié un nouveau roman intitulé Chaos brûlant, que je tiens personnellement pour un des livres les plus importants des dernières années, qui a comme prétexte l'affaire DSK, et qui évidemment, à partir de cet épiphénomène, euh, est une lecture du monde dans lequel nous essayons de vivre aujourd'hui. Donc tout à l'heure, il viendra nous donner quelques éléments de son analyse de l'œuvre de Marcel Proust. Verdurin, alors juste une chose, dans la première partie, on voit que ce qui va être cassé, avant que je vous lise l'extrait, on voit que ce qui va être cassé, c'est les habitudes de Swann, les habitudes des Verdurins. Les gens vont d'habitude à leur plaisir, sans penser jamais que si les influences étiolantes et modératrices, etc. Et en lisant, je voulais introduire aussi le livre de Stéphane comme ça, en lisant Chaos brûlant de Stéphane Zagdanski, je tombe sur un passage où Benjamin Brafman, l'avocat de DSK, explique à quel point l'habitude d'être tranquille, l'habitude d'être heureux n'est absolument pas une garantie que ça ne va pas recommencer. Et là, en l'occurrence, la Shoah. Donc je cite Stéphane Zagdanski citant Brafman, donc dans Chaos brûlant. Vous pensez que cela ne peut pas à nouveau se produire? Pourquoi? Parce que vous avez de belles vies, que vous viviez une époque civilisée. Nous avions une belle vie, nous vivions une époque civilisée, nous étions heureux et complaisants, mais nous n'étions pas vigilants, et nous avons marché droit vers l'Holocauste. Nos voisins, toute une nation d'hommes et de femmes ordinaires, cultivés, intelligents, courtois, se sont transformés en monstrueuses bêtes meurtrières qui s'acceptèrent de l'humanité et nous imposèrent un degré de brutalité indescriptible aujourd'hui, indescriptible alors, et que nul n'aurait pu prévoir. Et pourtant, c'est exactement ce qui a eu lieu. Ce fut même pire que le pire récit véritable que pourrait vous faire un survivant, parce que le cerveau n'est pas capable d'absorber tant de douleur sans exploser. Voilà pourquoi même les survivants, ceux qui ont tout vu, ne peuvent pas rendre compte de toute l'atrocité de cette expérience, de ses plus violents détails. Seule une victime comme moi, seul quelqu'un qui n'a pas survécu, peut vous dire toute la vérité, la maléfique, la démente, l'horrible, la terrible vérité de notre meurtre, de 6 millions de meurtres. Voilà, mes amis, pourquoi j'ai choisi de vous parler par la bouche de mon petit-fils, parce qu'en fait, Brafman fait parler son grand-père. Mon nom est Yechiel Michael Friedman, j'ai été assassiné à Auschwitz, ne m'oubliez jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la parole, et là c'est très fort, c'est-à-dire que seul quelqu'un qui n'a pas survécu peut dire le XXe siècle, et peut dire en l'occurrence la Shoah. Seul quelqu'un qui n'a pas survécu. Et ce n'est pas un hasard si un des plus grands livres écrits sur la Shoah est sans doute, le livre d'Imre Kertész, Être sans destin, qui a utilisé une prose quasiment kafkaïenne pour dire la Shoah. Ce n'est pas une écriture journalistique, ce n'est pas sur le mode du témoignage, ce n'est pas sur le mode du reportage, c'est sur le mode romanesque. C'est-à-dire que une manière de pouvoir dire le XXe siècle et ses atrocités et ses aberrations et son impensable et son impensé peut, une manière, mais sans doute la seule, doit être la manière, non pas littéraire, mais celle de la parole, et donc celle de la littérature. Car ne jamais confondre le littéraire, qui est une affaire de grammaire et d'agrégé, et la littérature, qui est une affaire de parole, et souvent de solitude. Madame Verdurin et ses invités essayent d'abord d'être spécialistes de ce qu'ils ne sont pas, bien sûr, et donc de penser la situation en temps réel, chaque soir. En temps réel, c'est le temps évidemment, le temps mécanique du tweet, le temps de tout ce qui doit se faire, toujours en direct. Voilà, je vais vous lire à ce sujet, sur le temps réel, etc., un extrait que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Stéphane. Tout est relié à tout, hein, vous avez bien compris. À force de nier le temps, cette planète ridicule s'est décatie à très grande vitesse. C'est d'une civilisation obsolète que participent non seulement les kiosques à journaux, les quotidiens aux éditoriaux aussi recyclables que le papier sur lesquels on les imprime, les torchons gratuits financés par la réclame, les insolents monceaux d'immondices illustrés appelés magazines, les diffusions en boucle des chaînes de désinformation, les débats débiles des chroniqueurs exténués par leurs navettes incessantes entre studios, radio et télévision, tels des gothistes cochons d'Inde tournant à perpétuité dans leur cage, mais encore les gloses médisantes et ordurières des blogs, et même les vaguelettes saumâtres des commentaires, version connectée du courrier des lecteurs, où s'épanche l'insondable crétinerie désœuvrée des nouveaux pinailleurs du nihilisme, ces mal nommés internautes qu'on ferait mieux d'appeler entre nuls.
Eh bien, cette cloaca maxima multimédiatique, encore inimaginable il y a 10 ans, ce maelstrom insensé d'images, de commérages, de radotage électronique, appartient pourtant à un monde prématurément flétri par l'apparition d'un nouveau Volapük virtuel dont ni le catholique Schleyer ni le juif Zamenhof n'auraient pu avoir l'idée. Et je vous avoue, mes deux jeunes disciples, Guy et moi, c'est Guy Debord, enfin un avatar, échangeons un sourire sans interrompre le Luc Lucifer, dont la mégalomanie dynastique ne nous surprend plus depuis longtemps. Que je me réjouis pas peu de voir ces nouvelles générations d'animalcules sapiens gazouiller leur indigence dans leurs phrasés microscopiques de 140 caractères sur des machines à écran aussi miniaturisées que leur cervelle. Je trouve qu'on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire du livre de Stéphane, un passage très réussi sur justement cette glose, ces commentaires, mais aussi cette présentation de la réalité sous la forme de ce qui est le contraire même de la parole et le contraire même du langage, c'est-à-dire pire encore que le cliché. C'est l'inverse du cliché, c'est-à-dire un langage qui est destiné à ne pas être compris par autrui et qui, en même temps, trimballe ce que trimballe ici Madame Verdurin, un total égoïsme. Car la parole doit être une forme d'amour, c'est une forme de prière, la parole même littéraire, et donc il doit y avoir de l'empathie. Et derrière la technicité du langage, il y a un égoïsme effarant, glacial, froid, d'une neutralité infinie, qui non seulement empêche de dire, empêche de donner. Vous voyez que le langage es gibt, la parole, il y a un don. Et bien celui qui ne peut pas parler, qui ne peut pas donner, der nicht geben kann, et bien celui-là est forcément un égoïste. On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure avec Heidegger. Quand la parole ne donne pas, c'est une parole d'égoïste. Et je trouve ce passage dans ton livre, Stéphane, sur l'égoïsme, vraiment très très réussi. DSK de Ligne du crâne. Nelson, c'est son gardien, le connaît mal. Rien ne saurait atteindre son être en fuite calfeutré, empli de lui-même de ses propres mots. Pas de ses mots MAUX, ses mots MOTS, ceux des formules toutes faites. Donc on l'a par exemple dans Quelle horreur de Madame Verdurin, dont il se crédite en permanence, qui tresse depuis toujours un paravent entre lui et le monde. Sauf que DSK, lui, c'est pas Quelle horreur. Son Quelle horreur à lui, sa manière de ne pas dire à lui, c'est dans le langage dont nous parle maintenant Stéphane, équations statistiques, baratin socio-économique, notation algébrique de ces inlassables parties d'échecs, tournure conciliante hypocrite dès qu'une divergence surgit avec un autre être humain. Depuis toujours, DSK s'assourdit d'assertions, non pas au sens banal où il s'écoute parler, mais au sens où, comme dans les cabines des avions où le vacarme des réacteurs est atténué par un dispositif électronique anti-bruit, les mots de DSK produisent un contre-bruit, un brouhaha inverse, une sourdine captivante qui lui permet de ne pas entendre l'écroulement de tout et les hurlements de ceux qui appellent à l'aide sous les décombres. En 1982, près de 30 ans avant d'écouter sans les entendre les tragiques récits de Nelson, DSK participait à son premier débat télévisé. Il venait de publier un essai consacré à l'endettement des ménages. Il n'était alors qu'un professeur d'économie à l'université de Nanterre, avec d'épais cheveux noirs, une barbe bien taillée trouée de 2 cercles glabres sous les commissures et de grosses lunettes à monture transparente qui lui conféraient un air d'espion oriental camouflé sous des attributs postiches de farce et attrape. C'est une émission qui s'appelle Aujourd'hui Madame. Prémonitoirement entouré de femmes, c'était une émission réservée aux ménagères diffusée l'après-midi, il s'était déjà révélé maladivement insensible au malheur. Une téléspectatrice invitée au débat venait on est plein d'envergure, vous voyez qu'on est vraiment, oh quelle horreur. Une téléspectatrice invitée au débat venait d'évoquer longuement ses difficultés financières, la suffocation des dettes accumulées sur son modeste ménage, les crédits bloqués, les liquidations de biens, la voiture neuve non encore remboursée reprise par les huissiers, la perte de sa maison puis de son emploi, la vie en caravane avec son mari et ses enfants, les proches qui se détournent, l'humiliante spirale de misère moisie dans laquelle sombrent tant de petites gens. Durant tout le témoignage, donc là ça verdurine, vous allez voir, ça va verduriner, durant tout le témoignage de cette femme, DSK se tortilla ostensiblement sur son fauteuil, il plante en fait son croissant dans le café au lait, il donne des pichenettes, comme s'il s'était assis par mégarde sur un décombre venu d'Agadir, qui lui serait rentré inconfortablement dans une fesse, parce qu'il avait échappé à une catastrophe à Agadir. Quand on lui passa la parole, ironiquement intitulée Parole par Stéphane, il prit un sourire forcé, exactement la même grimace des paupières qu'il allait arborer des décennies plus tard, au sommet de sa carrière, face à chaque journaliste lui demandant s'il comptait se présenter à la présidentielle en 2012. Un rictus de traître d'opérette, portant ses pires arrière-pensées en bandoulière. Il commença par badigeonner de démagogie les propos de la pauvre femme. C'est vrai que l'histoire que madame vient de nous raconter est tout à fait dramatique. C'est donc on est exactement dans
Quelle horreur, cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. On peut intervertir, hein. Cela dit, le tonus qu'elle semble manifester fait espérer qu'assez rapidement elle puisse arriver à s'en sortir. J'ai l'impression que finalement, contrairement à ce que vous disiez il y a 30 secondes, vous prenez ça assez bien. Stéphane n'invente pas, c'est vraiment DSK qui a dit ça dans une émission de télé. Intrinsèquement égoïste, telle la duchesse de Guermantes à qui Swann annonce sa mort prochaine, mais Stéphane aurait très bien pu dire telle Madame Verdurin lisant une phrase du Lusitania. Encore que là, ce soit plus fort parce que la mort de Swann, hein, c'est juste un décor dans la vie de Guermantes, qui est solipsiste à degré. DSK a aussi pensé que la meilleure manière de résoudre les conflits était de les nier. Prenant tout à la légère, il ne semblait pas même comprendre qu'il existait autre chose au monde que sa légèreté imbécile et sa fausse science insensible. Souriant à la dame au bord du gouffre, il continuait de professer ses truismes tarés. Le problème qui est en cause, ce n'est pas de vivre avec des dettes, c'est de ne pas pouvoir rembourser les dettes. Autant affirmer que les problèmes d'argent n'en sont pas et qu'il n'y a que des problèmes de manque d'argent. Était-ce du cynisme? Pas réellement. C'était là encore une fuite vers le jouir. Les envolées vides, les sourires factices, les grands mots puisés au vocabulaire socio-économique le plus consternant, le corps social, la solidarité intergénérationnelle, les fluctuations des taux d'activité, la capitalisation collective, la transmission héréditaire du patrimoine non humain, servaient de flèches du part, protégeant sa retraite vers la concupiscence, intimidant l'adversaire par leur sérieux de façade, le maintenant à distance par l'apparente inaccessibilité de leur signification. Ayant à répondre à un discours humain, DSK tournait en boucle autour du creux qui lui servait de cœur. Était-ce du mensonge? Non plus. Elle ment pas, Madame Verdurin. DSK, le premier, avouait l'inanité de sa discipline. Se balançant sur sa chaise, il écouta posément une question de la présentatrice permanentée. Il s'ennuyait visiblement et répondit avec une franchise qui aurait désarmé n'importe quelle présentatrice permanentée s'il avait pu envisager l'imposture que recouvre l'appellation économiste-sociologue. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes économiste-sociologue. Est-ce qu'on observe un changement de mentalité face aux dettes, face au crédit, face à l'argent que l'on doit? Écoutez, répondit DSK avec un léger agacement dans la voix qu'il maquilla derrière un sourire forcé. De façon générale, on n'observe pas grand-chose. On essaye de faire des hypothèses à partir de quelques éléments qu'on a, et elles valent ce qu'elles valent. C'est-à-dire rien, qu'il une fraction de seconde l'honnête tentation d'ajouter. Et alors, c'est vrai que quand je vous disais qu'il y avait des choses qui bloquaient la parole, la médisance, tout à l'heure, l'indignation, après je vais terminer, je vais conclure avec Nietzsche sur l'indignation, la compassion, la fausse compassion, plutôt c'est ça Nietzsche dont il parle, la compassion. Il y a aussi, Stéphane, un truc qu'on pourrait ajouter, qui est un des chapitres de ton livre, c'est la péroraison, la notion de péroraison. On n'est pas loin du pépiment. Un exemple de... Parce qu'en plus Stéphane met la péroraison techniciste de DSK et ensuite le SMS. Tout aussi technicien mais dans un autre genre, et il les colle l'un à l'autre. 30 ans plus tard, cette sorte de franchise serait définitivement bannie des conférences lénifiantes du FMI. Elle se réfugierait dans les SMS débiles que DSK enverrait à ses amis partouzeurs entre deux péroraisons sur la crise mondiale. Donc péroraison, la poursuite du processus de réduction de l'effet de levier dans les établissements financiers de par le monde, conjugué à l'effondrement de la confiance des consommateurs et des entreprises, affaiblit partout la demande intérieure. Le repli du commerce mondial se poursuit à un rythme alarmant et les prix des produits de base se sont effondrés. SMS, j'emmène une petite faire les boîtes de Vienne. Ça dit de venir avec une demoiselle? Voilà deux manières dont la parole est atrophiée. Et si vous voulez, la manière, parce que là il dit une petite demoiselle, mais en général DSK il appelle les femmes, vient avec du matériel. Donc on voit très bien que quand la parole n'existe pas, quand on est incapable de dire, donc de penser, parce que DSK, contrairement à sa réputation de grand intelligent, j'ai rien contre lui personnellement, mais c'est un type qui n'a jamais pensé de sa vie. D'ailleurs, pour penser, il faut déjà ouvrir un livre autre qu'un livre d'économie. Et je pense que, pour le coup, que c'est quelqu'un qui n'a jamais pensé. Il a peut-être réfléchi, ça c'est bien, il a sans doute réfléchi. Quand on joue aux échecs, on réfléchit. Mais penser, c'est pas du tout réfléchir, ça n'a strictement rien à voir. Déjà, penser, c'est dire. C'est pas permis à tout le monde de pouvoir dire. Et donc lui, il prouve qu'il ne dit rien. Car entre dire à une femme qu'elle est du matériel et dans l'autre, donner des gloses sur la société qui n'ont qu'une finalité, c'est de voiler le vide, on est dans tout sauf de la pensée. Donc on peut être quelqu'un d'intellectuellement très intelligent et ne pas penser. D'ailleurs, la pensée n'a jamais été l'apanage ni le monopole des gens intelligents. Ça n'a strictement rien à voir. L'intellect et la pensée sont deux choses qui de temps en temps ont à voir, mais je ne pense pas que les grands écrivains soient des gens qui ont forcément, comme on dit, parce qu'on est dans la technicité, un quotient intellectuel, c'est bon pour résoudre des tests de QI ou gagner aux échecs. Mais ça ne dit rien sur la parole et sur la littérature. C'est quelque chose, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer aussitôt, dont je me suis un petit peu inspiré dans Cœur brûlant. Ça me touche beaucoup que tu aies vu qu'il y avait un petit peu de Proust
dans Chaos brûlant. Il y a autre chose, c'est que juste à la fin de Chaos brûlant, j'ai vraiment pensé, c'est une sorte de clin d'œil ou d'inspiration à la fin de la recherche. Il se trouve que le roman, donc Chaos brûlant, est censé avoir été tapé sur un ordinateur, un vieil ordinateur qui n'a pas de sauvegarde, et il y a le type qui l'a écrit, donc le narrateur, donc moi, d'une certaine manière, meurt, il s'écroule sur son clavier, et puis il y a un homme de ménage qui vient et qui débranche le roman, et qui débranche l'ordinateur, pardon, et tout s'efface, et donc du coup, comme il n'y avait pas de sauvegarde, le roman disparaît, et il disparaît à l'intérieur de lui-même. Voilà. Cet évanouissement, cette involution évanouissante à l'intérieur du texte, à l'intérieur de lui-même, c'est évidemment une idée que j'ai reprise à Proust et à la Torah, vous allez voir.